a 6 endroits dans le monde que l'on nomme les creusets de la civilisation. Car à un moment donné, en Inde, en Chine, en Mésopotamie, en Égypte, en Amérique centrale et dans les Andes, l'homme a choisi de s'arrêter pour fonder une société organisée plus complexe. Et c'est sur la côte péruvienne que les scientifiques ont déterminé avec certitude la région dans laquelle a émergé la première civilisation du continent américain au début du 3e millénaire avant Jésus-Christ. Diverses théories ont vu le jour pour expliquer la naissance d'une société complexe dans cette région. Pour Winifred Creamer, Jonathan Haas, Miguel Diaz, Luis Waman, Nathan Craig et toute l'équipe du projet archéologique Norte Chico, l'enquête est lancée. Le but étant d'élucider le mystère des balbutiements de la civilisation, ici à Norte Chico. La civilisation de Norte Chico était une société précolombienne organisée, qui n'englobait pas moins de 30 centres de population majeurs. C'est la civilisation la plus ancienne du continent américain, puisqu'elle s'est développée durant la période de l'Archaïque tardif, qui va d'environ 3000 à 1800 avant Jésus-Christ. Elle détenait la technologie textile, et il y existait probablement déjà un culte à des symboles d'un dieu commun. Elle manifestait aussi une organisation avérée par la construction de structures monumentales. Le Norte Chico est composé de 4 vallées côtières. Grâce aux rivières coulant dans ces vallées et à leur intercommunication, le système géographique de Norte Chico, malgré sa taille, s'est avéré propice à l'implantation humaine. Propice à tel point que le Norte Chico est remarquable par l'exceptionnelle densité de ses sites, aussi bien que par leur taille propre. Cette densité dans une si petite aire géographique est unique au monde, dans le cas d'une civilisation naissante. Pendant le 3e millénaire, Norte Chico aurait pu être la civilisation la plus densément peuplée du monde. Bien que le concept de civilisation ait été défini de différentes manières, il est généralement appliqué aux quelques rares cultures qui ont développé une stratification sociale, des formes de religion et d'art, une économie agricole à haut rendement et des centres urbains pourvus de constructions monumentales. L'équipe de prospection rejoint le QG du projet archéologique Norte Chico, où ils sont accueillis par Jonathan Haas, le responsable de la mission. Hi, doctor. Hemos encontrado spondylus. Les échantillons trouvés par Miguel sont soumis à un examen attentif qui se poursuivra plus tard dans le laboratoire de la maison de fouilles. Si vous observez l'évolution de la culture sur 15 000 ans, vous voyez que les sociétés vont d'un schéma d'organisation relativement simple à un schéma d'organisation beaucoup plus complexe. C'est un fait. C'est ainsi que cela s'est produit. Il y a 15 000 ans, le monde entier était occupé par de simples bandes de chasseurs-cueilleurs. Aujourd'hui, le monde est occupé par des États-nations. Si on se penche sur la notion de complexité et sur la manière dont elle se complexifie, c'est une question intéressante. Comment obtenir de ces différents membres qu'ils travaillent ensemble? Et ici, à Norte Chico, on peut observer l'émergence d'un pouvoir. Et ce pouvoir, agissant sur un site et une communauté, communique avec les autres. C'est beaucoup plus complexe que tout ce que l'on peut voir dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs. Nous essayons donc de comprendre pourquoi ce système social est devenu plus complexe. Pourquoi des dirigeants ont-ils émergé dans ces sociétés? Les groupes familiaux de chasseurs-cueilleurs, très efficaces bien que relativement simples, ont dominé la majorité de l'histoire humaine. En réponse à des conditions de changement à la fois culturelles, démographiques et environnementales, de nouvelles formes sociales peuvent voir le jour, avec davantage de rôles et davantage de gens pour jouer ces rôles. Dans le large spectre de l'évolution des systèmes culturels humains, depuis les 15 000 dernières années, il y a une tendance globale qui va vers une complexité toujours plus grande. Je pense au regard de l'ensemble du monde andin il y a 5500 ans, que les Andes ressemblaient à tout le continent américain. Il était peuplé de chasseurs-cueilleurs qui se déplaçaient dans le paysage.
Et ce modèle a été le modèle de l'humanité pendant 200 000 ans. Puis à mesure que l'on s'approche du 3e millénaire avant Jésus-Christ, le paysage commence à s'assécher. Et ces ressources qui étaient disponibles ici sur la côte pour les chasseurs-cueilleurs ont également commencé à s'assécher et ils ont donc dû modifier leur style de vie. D'intrigantes questions sur l'impact que les ressources alimentaires avaient sur ces centres de population subsistent donc. Quel est le degré de développement de Norte Chico, directement imputable au mode d'alimentation d'origine marine de ses habitants? Une large ébauche de l'alimentation de Norte Chico a été esquissée. Les vestiges végétaux et marins sont d'ailleurs étudiés dans le même laboratoire situé dans la maison de fouilles. C'est que d'un côté, il y avait des gens qui vivaient en bordure d'océan et qui pêchaient du poisson, des fruits de mer. Puis vous avez les gens qui ont choisi de se déplacer à l'intérieur des terres et qui ont récolté des plantes domestiquées comme le maïs, les haricots, la courge. Et ils ont commencé à les faire pousser en utilisant un système simple de canaux d'irrigation. En fait, cela représente une révolution dans l'histoire culturelle des Andes. Car ce qui se passe, c'est que dans une période très courte de temps, vous avez cette explosion de culture dans cette seule région. Tout le reste des Andes continue selon le système des chasseurs-cueilleurs, en petits groupes simples. Mais soudain, tout se met à germer à Norte Chico pour donner ces grands sites et leur architecture monumentale. Et ce sont vraiment les débuts d'une civilisation andine distincte. C'est là que les Andes sont devenues quelque chose de particulier par rapport au reste du continent américain et au reste du monde. Le coton semble avoir été le symbole d'un pouvoir local, agissant comme le sceau de la relation économique, liant les communautés de la côte aux groupes intérieurs. Mais comment expliquer que cette base d'échange de subsistance ait pu déboucher sur une civilisation organisée, construisant des édifices de grande envergure? Les pêcheurs, à leur tour, avaient besoin du coton et des plantes comestibles pour avoir une alimentation équilibrée. Pourquoi avaient-ils besoin du coton? Pour faire leurs filets afin d'exploiter efficacement les ressources marines. Il faut du coton pour faire des filets. Et à leur tour, les habitants des terres avaient besoin de ces ressources marines pour avoir une alimentation protéinée. Vous bâtissez donc cette relation économique, mais il faut la cimenter, et elle s'affermit grâce à la religion. La religion a été utilisée par le pouvoir dans ces sites continentaux pour y attirer les gens. Ils participaient aux cérémonies et festoyaient. Les festins en sont une partie importante. Les gens venaient, festoyaient et participaient à la cérémonie. Ensuite, les pêcheurs venaient de manière saisonnière. Ils venaient probablement en août, quand les rivières sont basses. Quand le niveau des rivières est bas, il y a moins d'activité agricole, et c'est en août que la pêche est la pire. Si vous parlez à des pêcheurs le long de la plage, ils vous diront « Ce n'est pas très bon actuellement, les vagues sont vraiment dures, nous n'attrapons presque rien ». Je pense donc qu'ils venaient à cette période. Vous avez donc ce cérémonialisme, vous avez ce début de religion organisée, centralisée. Et comment savons-nous qu'elle était centralisée? Bon, ces constructions monumentales, il doit bien avoir quelqu'un pour diriger les travaux. Partout, ce sont les mêmes constructions. Elles ont toutes le même modèle. Un grand monticule supportant une plateforme, une place circulaire encastrée lui faisant face, et des roches sacrées appelées wakas. Tout le monde pratiquait donc le même type de religion, et elle était dispensée par le pouvoir. Donc vous avez la centralisation de ces sociétés, l'organisation de ces sociétés centrée à la fois sur l'économie et la religion, comme vous avez en même temps cette relation économique entre agriculteurs et pêcheurs. L'image du dieu bâton, Vichama, une divinité majeure des cultures andines plus récentes, a été trouvée sur une gourde datant de 2250 avant Jésus-Christ, suggérant un artisanat de symboles divins communs.
Nous avons vu que l'acte de construction architecturale et sa conservation étaient d'ailleurs une expérience spirituelle, un processus cérémoniel d'exaltation commune. Le prestige culturel de ce pays, qui a accouché de civilisations aussi importantes que les Incas, vient donc de ce petit coin de côte, s'étant développé au 3e millénaire avant notre ère. Ainsi, si l'origine de l'œuf garde encore son mystère, c'est l'embryon qui l'a porté qui aujourd'hui fait battre le cœur du pays. Si on en croit le mythe, les habitants de Norte Chico et par là même du Pérou en ont éclos.